Bonjour chers étudiants. Alors dans cette vidéo, on va parler de la sédimentation au niveau de la plaine abyssale et de la dorsale médio-océanique. On va parler du phénomène de diagenèse et enfin on va parler de la classification d'une des classifications des roches sédimentaires. Au niveau de la plaine abyssale et surtout près du bord inférieur du glacier continental, la contribution continentale dans la sédimentation de la plaine abyssale engendre une sédimentation détritique de matériaux de granulométrie grossière et fine. Donc, dans cet endroit-là, juste donc, au bord inférieur du glacier continental, la sédimentation est très importante. Il y a une contribution importante de sédiments provenant du continent. L'épaisseur de la couche sédimentaire atteint des valeurs les plus élevées, elle dépasse même les 1000 mètres. Donc à ce niveau-là, là nous avons une coupe, en coupe nous avons le plateau continental, le talus continental avec le glacier continental, nous avons la plaine abyssale et la dorsale médio-océanique. Donc à ce niveau-là, commence la sédimentation de la plaine abyssale. C'est une sédimentation dans laquelle contribuent les apports continentaux d'une façon importante, bien que l'épaisseur des couches atteignent des valeurs très élevées. Alors, loin du talus continental, les sédiments se forment principalement par le dépôt de tests carbonatés et siliceux du plancton. Le plancton, qui est formé par des micro-organismes qui vivent en suspension près de la surface des océans, sont constitués par des micro-organismes dont une partie possède des tests carbonatés et des tests siliceux. Donc, après leur mort, ils vont se déposer pour former des boues qui vont se transformer en roches sédimentaires. Donc, ce sont des micro-organismes planctoniques comme les foraminifères, les coccolithes et les radiolaires qui forment après leur dépôt des boues carbonatées. Des couches s'accumulent au fil du temps pour former des strates rocheuses d'épaisseur considérable, plusieurs centaines de mètres. Au-delà d'environ 4000 mètres de profondeur, il y a une absence de boue carbonatée. La sédimentation des tests calcaires s'arrête. On trouve surtout des argiles rouges. Donc, au-delà de 4000 mètres que j'ai matérialisé ici par les abréviations CCT, donc au-delà de cette profondeur, on ne trouve plus de boue carbonatée. Il n'y a plus de sédimentation carbonatée. On va voir la raison tout à l'heure. Mais on trouve surtout des argiles rouges. Les argiles rouges ont une origine continentale. Ils ont été transportés en petites quantités par le vent sous forme de poussière. Ils vont venir se déposer et former des sédiments minces sur le fond marin. Alors, les raisons de l'absence de sédimentation carbonatée en deçà d'une certaine profondeur. Il existe une limite naturelle au milieu océanique qu'on appelle la CCD, Carbonate Compensation Depth, niveau de compensation des carbonates. Le plancher océanique se trouve par endroits sous ce niveau, mais en d'autres endroits au-dessus de ce niveau. En dessous de cette profondeur de l'océan, la sédimentation carbonatée n'est plus possible. Pourquoi? Parce que tous les carbonates solides ont tendance à se dissoudre, et cela sous l'effet de la pression de l'eau. Il n'y a plus de précipitation de carbonate. Alors, au niveau de la dorsale médio-océanique, une sédimentation particulière se produit. Ce sont donc des dépôts métallifères massifs comme les sulfures, le fer, le manganèse, le zinc, le cuivre, qui se déposent sur la plaine abyssale aux environs de la dorsale médio-océanique. Ces dépôts proviennent de sources hydrothermales qui jaillissent de grandes cheminées qu'on appelle les fumeurs noirs. Donc, les fumeurs noirs, ce sont donc des éjections de fluide noir chargé en métaux qui est injecté dans le fond océanique à partir de ces cheminées. Le dépôt métallique provient du mélange de deux types de fluides, des gaz et des vapeurs d'eau chargés en métaux dissous issus du magma se trouvant dans la chambre magmatique sous la dorsale. De l'eau de mer qui s'infiltre et chauffe et se charge en ion sulfate puis remonte par les fumeurs noirs. Donc, au niveau de la dorsale, nous avons une chambre magmatique, bien sûr, en dessous de la dorsale. Alors, cette chambre magmatique va envoyer des fluides par les cassures et les fractures de la croûte océanique et ils vont être expulsés par les fumeurs noirs. Il y a aussi l'eau de mer qui s'infiltre par ces fractures, par ces fissures, qui s'infiltrent en profondeur, mais lorsqu'ils arrivent près de la chambre noire, il va se chauffer, il remonte en se chargeant de ces métaux, donc qui vont être éjectés dans le fond marin par les fumeurs noirs. Alors on va attaquer maintenant la quatrième étape du cycle sédimentaire.
c'est la diagénèse. Alors la diagénèse, en gros, c'est la transformation d'un sédiment meuble en une roche cohérente. La diagénèse englobe tous les processus mécaniques et chimiques qui affectent un sédiment après son dépôt, dans des conditions de pression et de température faibles qui règnent aux environnements de subsurface. La diagénèse commence sur le fond du bassin de sédimentation et se poursuit tout au long de l'enfouissement du dépôt, à cause de la pression exercée par le poids des sédiments qui viennent le recouvrir et l'amener progressivement sur plusieurs dizaines, centaines, voire même milliers de mètres de matériel déposé. Les processus physico-chimiques qui affectent la structure, la texture et la composition minéralogique d'un dépôt sédimentaire et le transforment progressivement en roche cohérente, c'est-à-dire une roche sédimentaire compacte, sont diverses. Nous avons la sédimentation, la compaction, la déshydratation, la dissolution, l'épigénie et le remplacement minéralogique, les recristallisations et le nourrissage des grains. Alors, la diagénèse la plus simple est la cimentation par sursaturation des solutions. La compaction d'un sédiment peut conduire donc à sa déshydratation, l'eau va s'échapper, et à sa cimentation. La compaction correspond au rapprochement des éléments d'un sédiment et à la diminution des espaces intergranulaires. Cela donc va aboutir à une déshydratation par échappement de l'eau sous l'effet de la pression, suivie d'une sursaturation des solutions restantes dans le milieu interstitiel qui vont cristalliser et former le ciment qui relie les éléments entre eux. Donc ici nous avons des grains éparpillés avec des solutions entre eux. La pression des sédiments supérieurs, des sédiments qui recouvrent, va faire que ces grains vont se rapprocher, vont se compacter. Donc il y a une diminution des espaces interstitiels. Puis lorsque ces espaces interstitiels diminuent, bien sûr, les solutions vont se sursaturer en certains éléments chimiques qui vont cristalliser et constituer un ciment qui va souder entre eux les grains de cette formation. Par une succession de petits schémas, on va voir ce qui se passe à l'échelle d'un bassin sédimentaire. Donc, la sédimentation va venir progressivement après une certaine période, par exemple 1000 ans. Bon, on peut prendre 200 ans ou 2000 ans. Ça, c'est un exemple. Donc, la sédimentation se fait au cours de cette période d'une couche de 20 cm de particules blanches. Alors, le sédiment qui se dépose se trouve à l'état 1, l'état où les particules sont éparpillées. C'est un sédiment meuble et humide. Après une deuxième période de 1000 ans, une deuxième couche va se déposer. Alors cette couche 2, elle-même aussi de 20 cm de particules, cette fois-ci, elles sont grises. Alors la couche 2 se trouve à l'état 1, sédiment meuble humide, mais la couche 1, elle va subir le poids de la couche 2. Les particules de la couche 1 vont subir une compaction. Et la couche va diminuer d'épaisseur, elle va atteindre par exemple 15 cm et le sédiment se trouve à l'état 2. L'état 2 où les particules sont plus rapprochées et les espaces intergranulaires sont plus fins, mais le sédiment est encore meuble. Après une troisième période, nous avons la sédimentation d'une troisième couche et cette couche donc va encore augmenter le poids qui se trouve sur la couche 1. La couche 1 va donc subir une compaction plus importante. Les particules vont se sédimenter par cristallisation dans les interstices, cristallisation des solutions qui se sont retrouvées sursaturées. Donc c'est l'état 3, particules cimentées par cristallisation des solutions sursaturées. La roche devient une roche cohérente. Alors que la couche 2 est dans l'état 2 et la couche 3 est encore à l'état 1. Donc, la cimentation par sursaturation, la cimentation par cristallisation, c'est le processus le plus simple. Le processus diagénétique qui est principalement responsable du passage du sédiment à une roche est la sédimentation. C'est un processus relativement simple. Lorsque l'eau qui circule dans le sédiment sableux est sursaturée par rapport à certains minéraux, donc elle précipite ces minéraux dans les pores du sable. Les minéraux qui précipitent viennent souder ensemble les particules de sable. On obtient alors une roche sédimentaire. Le degré de sédimentation peut être faible et on a alors une roche friable. Ou bien il peut être fait pousser, dans ce cas la roche est solide. Ça dépend aussi de la composition chimique du ciment. La pression jusqu'à maintenant elle est relativement faible, mais ensuite, plus il y a de couches qui recouvrent le sédiment, plus la pression augmente. Et lorsque la pression augmente, elle va exercer une
à forte action au niveau des contacts entre les grains, ce qui va faire subir la dissolution. Donc la pression va provoquer la dissolution, puis une recristallisation des solutions issues de cette dissolution. Donc la pression élevée exercée au point de contact entre les particules de quartz, d'un sédiment de sable par exemple, amène une dissolution locale du quartz, une sursaturation des fluides ambiants en silice, et puis une recristallisation de ces solutions sur les parois. On parle de nourrissage, les grains de quartz vont s'agrandir, on parle de nourrissage des grains dans les zones non soumises à la compaction, ou bien dans les espaces intergranulaires des particules, en cimentant ces derniers ensemble. Ces processus peuvent se produisent pour la silice, ils peuvent se produire aussi pour des grains d'autres compositions chimiques que la silice. Alors, ce phénomène de dissolution, recristallisation, qui se fait sous l'effet de la pression, peut affecter aussi des bancs calcaires massifs. Donc, le calcaire massif, c'est une roche chimique qui se forme par précipitation de carbonate. Le banc de calcaire massif peut subir la dissolution sous l'effet de la pression. Alors, cette dissolution se manifeste sous forme de figures en dents de scie, qu'on appelle des scélolithes. Les scélolithes, comme on le voit sur le schéma, ce sont donc des dents de scie qui se font parallèlement à la stratification, et les pics indiquent la direction de la pression. Les pics des dents indiquent la direction de la pression. La diagenèse agit aussi par épigénie ou par remplacement, c'est-à-dire remplacement d'un minéral par un autre minéral. Les processus diagénétiques peuvent engendrer le remplacement, ou bien ce qu'on appelle l'épigénie, de certains minéraux par d'autres. Ce remplacement lent se fait molécule par molécule d'un minéral par un autre minéral. Ce phénomène est lié à un apport en substance au point considéré. Le remplacement, par exemple, le remplacement de l'aragonite peu stable sous la pression par la calcite, les dolomies ou bien des roches carbonate de magnésium qui peuvent précipiter directement, donc donner des roches sédimentaires directes, mais ils peuvent aussi se former par remplacement d'une partie de la calcite. Donc la calcite CaCO3, lors du processus de diagénèse, s'il y a des solutions riches en magnésium, on peut avoir une dolomitisation de la calcite. La silicification est aussi un processus de ce type. Alors, évolution de la matière organique. Alors, on a dit avant que la matière organique peut évoluer rapidement. Donc, la dégradation des constituants les plus fragiles de la matière organique déposée dans le sédiment, les algues ou les parties molles des animaux accouris, elle se fait rapidement, s'effectue sur des durées variant du jour à l'année. Il y a des constituants plus résistants de la matière organique et ils persistent à des profondeurs plus importantes pendant des centaines ou des milliers d'années. La lithification, bien la transformation des végétaux en roches ou en hydrocarbures est un processus qui évolue sur des échelles de temps de l'ordre du million d'années. En général, moins de 1% de la matière organique déposée est conservée dans le cycle géologique. Les étapes de la diagénèse. Donc, on a vu les processus de la diagénèse. Alors, ces processus, ils vont se dérouler progressivement lors de l'enfouissement du sédiment et on a distingué différentes étapes lors de cet enfouissement. Plus précisément, 4 étapes. Les durées sont globalement croissantes avec la profondeur. Donc, nous avons ici sur ce schéma à droite la durée ou bien l'épaisseur dans laquelle elle se produit est de plus en plus grande, plus le sédiment s'enfonce en profondeur. La première étape, alors elle commence dans les premiers centimètres par la dégradation de la matière organique. Les parties molles des animaux seront rapidement décomposées et minéralisées dans les premiers centimètres de l'enfouissement par biodégradation ou bien par oxydation. Certains minéraux peu stables, comme l'aragonite, seront rapidement soit dissous, soit remplacés par d'autres minéraux plus stables, sous des conditions de pression, comme la calcite. La deuxième étape. Les premières cimentations commencent au cours de la première étape et elles s'intensifient pour atteindre leur maximum au cours de la seconde. Le tassement et la compaction commencent à apparaître sous le poids des sédiments sous-jacents. Ces deux étapes, la première et la deuxième, sont considérées comme la diagénèse précoce. La diagénèse qui se passe dans les premiers décimètres, voire mètres du sédiment. Alors la troisième étape, la compaction s'intensifie et provoque des dissolutions.
les solutions issues de ces dissolutions se déplacent sur des distances variables qui peuvent aller de quelques décimètres à plusieurs kilomètres dans les espaces interstitiels et peuvent précipiter dans les pores sous forme de ciment ou bien sous forme de nodules, ou bien ils peuvent remplacer le matériel initial par épigénie. Il y a donc un brassage du matériel sédimentaire. Alors, au cours de la troisième étape, on assiste aussi à la dissolution sous forme stylolytique qui affecte les bancs calcaires. Alors, au cours de la quatrième étape, la température va commencer à jouer un rôle dans les transformations diagénétiques. On a une expulsion totale de l'eau, la compaction est plus intense, la déshydratation est très poussée, couplée à la température, va provoquer donc des transformations minéralogiques. La troisième et la quatrième étape constituent la diagénèse tardive, c'est-à-dire la diagénèse finale qui va finir par compacter la roche et la rendre une roche sédimentaire cohérente. Alors, le produit de ces 4 étapes du cycle sédimentaire sont les roches sédimentaires. Ces roches sédimentaires sont abondantes, mais elles ne sont présentes que près de la surface de la Terre. Elles reposent sur un socle fait de roches métamorphiques ou de roches plutoniques. Lorsqu'elles sont enfouies en profondeur, elles sont d'abord consolidées sur la diagénèse, mais elles peuvent être plissées, peuvent être faillées, mais restent stables chimiquement et minéralogiquement jusqu'à une profondeur de 6 à 8 km où ils vont subir le métamorphisme. Donc, au-delà de cette profondeur, elles se transforment soit en roches métamorphiques, ou bien plus bas encore, ils peuvent fondre pour donner des roches plutoniques sous certaines conditions de pression et de température. Il existe différentes classifications des roches sédimentaires. Certaines se basent sur la composition chimique des roches sédimentaires. Par exemple, on classe les roches en classe carbonatée, classe siliceuse, classe phosphatée, et ainsi de suite. D'autres se basent sur l'origine des éléments qui forment ces roches sédimentaires. Et c'est cette classification qu'on va détailler ici. Donc, il est possible de classer les roches sédimentaires selon l'origine des éléments qui les constituent en 4 grandes classes. Les roches d'origine détritique, c'est-à-dire formées de particules minérales issues des matériaux d'altération de roches préexistantes. Comme il s'agit de matériel issu des continents, on les appelle aussi terrigènes. Donc, ce sont des roches détritiques terrigènes. Les roches détritiques terrigènes sont généralement classées en fonction de la granulométrie de leur constituant. Elles forment près de 85% de l'ensemble des roches sédimentaires. Les roches d'origine chimique résultent de la précipitation purement physico-chimique des minéraux dans un milieu sursaturé. Donc, c'est la précipitation chimique des éléments chimiques qui se trouvent sous forme de solutions qui vont précipiter et donner des roches d'origine chimique. La classification de cette catégorie de roches se base sur les éléments chimiques prédominants dans la roche. Les roches d'origine biochimique, ce sont des roches issues de l'accumulation de débris, de coquilles ou bien de squelettes d'êtres vivants ou des roches provenant de la précipitation de substances chimiques par l'intermédiaire des organismes vivants. Ce sont les organismes vivants qui vont provoquer la précipitation de ces éléments chimiques qui vont nous donner la roche. Les roches d'origine biologique, c'est directement la matière organique qui va évoluer. C'est la matière organique animale ou végétale qui est piégée au sein de différents types de sédiments et évolue pour donner la tourbe, le charbon et tous les hydrocarbures, le pétrole, le gaz, ou encore elle peut aussi donner les phosphates. Donc ce sont les 4 grands groupes de roches sédimentaires dans cette classification. Alors cette classification, puisqu'elle se base sur l'origine des éléments qui la constituent, nous avons 2 origines principales. La roche mère qui va nous donner les éléments qui vont former la roche sédimentaire et les êtres vivants qui vivent dans les bassins de sédimentation. Donc, la roche mère, elle va fournir des fragments ou bien des débris dont le calibre varie de blocs jusqu'à des tailles très fines, des tailles de l'ordre du micron, de l'ordre du nanomètre même, ou bien il va fournir des solutions. Les fragments et les débris vont donner des roches d'origine détritique et les solutions vont donner des roches d'origine chimique. Alors, les êtres vivants qui vivent dans le bassin de sédimentation, ils vont soit fixer les éléments chimiques des solutions pour fabriquer
leur squelette externe ou interne, soit ils vont faire des activités qui vont favoriser la précipitation des éléments chimiques. Alors que la matière organique elle-même, c'est-à-dire les êtres vivants, qu'ils soient végétaux ou animaux, ils peuvent évoluer pour donner des roches. Les premiers donnent des roches d'origine biochimique, et les seconds vont donner des roches d'origine biologique. Alors, commençons par des roches d'origine détritique. La classification se base sur la taille des éléments issus de la roche-mère, puisque c'est la seule origine. Alors, on va faire un tableau dans lequel la première colonne correspond aux tailles des éléments, la deuxième colonne correspond aux éléments eux-mêmes, au nom des différents éléments, et la troisième correspond aux roches constituées par ces éléments. Alors, la première classe, ce sont les rudites. Les rudites, ce sont des roches qui sont composées par des éléments de diamètre supérieur à 2 mm. Alors, ces éléments, ça peut être des blocs supérieurs à 20 cm, des galets dont la taille varie entre 2 et 20 cm, ou bien des graviers dont la taille varie entre 2 mm et 2 cm. La roche consolidée, c'est un conglomérat. Alors, le conglomérat, donc, c'est une roche constituée par ces éléments cimentés. Alors, si ces éléments-là sont arrondis et émoussés, on parle de pudding. Si, par contre, ils sont anguleux, ça veut dire que ces éléments-là n'ont pas été transportés sur une longue distance pour s'user et s'arrondir. Et dans ce cas, ils vont former une brèche. La deuxième catégorie, ce sont les arénites. Les arénites sont constituées par des grains. Généralement, c'est des grains de sable dont la taille varie entre 2 mm et 0,035 mm. Alors, la roche qui se forme, c'est des grès. Ensuite, nous avons la classe des lutites. Les lutites sont des roches formées par des particules très fines. Soit ce sont des siltes, soit ce sont des argiles. Les siltes, lorsqu'ils sont consolidés, deviennent soit des siltites, on les appelle soit les siltites ou bien les pellites. Alors, si ce sont des argiles, c'est-à-dire de la boue ou de la vase qui se consolident pour se transformer en argile, ça devient une argilite ou bien une marne. La différence entre les argilites et les marnes, c'est la teneur en carbonate. La marne, c'est une roche argileuse, mais constituée avec une certaine proportion importante de carbonate. Alors, les roches d'origine chimique sont issues directement de la précipitation de solutions. Nous avons différentes classes. Les classes de roches évaporitiques, ce sont des roches faites de sulfate de chlorure ou provenant habituellement de l'évaporation de l'eau de mer. Donc, lorsque l'eau de mer est sursaturée en ces éléments, ces éléments chimiques, ils vont se cristalliser pour donner, par exemple, les sulfates vont donner les gypses, les chlorures vont donner l'halite ou le selgem. Ensuite, il y a la classe des roches siliceuses. Les roches siliceuses, c'est la précipitation chimique de la silice en suspension. On les appelle les silicites ou les scherts au sens large. Ils sont subdivisés en deux catégories, les silicites nodulaires et les silicites lités. Alors, l'exemple le plus connu, c'est le silex. Nous avons les roches carbonatées, donc c'est une classe de roches très importante de par sa proportion dans la nature. Donc, la précipitation de carbonate, CO3, en solution dans l'eau. Les roches carbonatées les plus fréquentes sont les calcaires, avec la composition chimique CaCO3, et les dolomites, avec la composition chimique MgCO3. Alors, certaines roches chimiques sont issues des concentrations pédogénétiques, mais ce ne sont pas des roches sédimentaires, mais ce sont des roches sédimentaires qui se forment sur les continents par différenciation pédogénétique, comme les roches alumineuses et les roches ferrugineuses. Alors, ces roches-là, ce sont des roches latéritiques, c'est-à-dire qu'elles se forment par altération sous un climat équatorial, où il y a beaucoup de précipitations et où la température est élevée. Alors, cette roche est caractérisée par sa forte teneur en oxyde et en hydroxyde d'aluminium et de fer. Notons la bauxite, c'est le minerai le plus important de l'aluminium, et la limonite. Et la goethite, ce sont des hydroxydes de fer. La troisième classe de roches sédimentaires, c'est les roches d'origine biochimique. Alors, ce sont des roches issues des accumulations de tests ou de débris de coquilles, d'animaux ou de végétaux. On distingue des roches biogènes carbonatées et des roches biogènes siliceuses. Alors, parmi les roches biogènes carbonatées, notons que les organismes vivants
qui peuvent fixer directement le CaCO3 au niveau de leur coquille ou de leur squelette interne, ou au contraire, certains êtres vivants vont entraîner la précipitation de ces carbonates de manière indirecte, du fait de leur activité biologique. Certains organismes fixent directement les carbonates pour fabriquer leur squelette interne ou leur squelette externe. Exemple, les calcaires construits. Alors, les calcaires construits, ce sont des roches qui se sont formées par des constructions récifales. Donc, les organismes ici vivent fixes, ils construisent leur squelette externe. Ce sont donc des édifications récifales qui se produisent actuellement en mer, sur les mers chaudes. Et ces constructions récifales vont donner des coraux et des calcaires de ce genre-là, ce qu'on appelle les calcaires construits. Toujours avec les animaux qui fixent directement le CaCO3, on a des calcaires à organismes. Alors, ces calcaires sont constitués par une accumulation de squelettes de coquilles cimentées par une boue calcaire, les calcaires roquillés ou bien les calcaires à entrons. Là aussi, ce sont des organismes qui fixent les carbonates pour fabriquer leur squelette. Et après la mort de ces animaux, leurs coquilles ou bien les débris de leurs coquilles vont participer à la sédimentation. Les calcaires acrocolites, radiolaires, ce sont des organismes microscopiques qui ont des testes carbonatés et qui créent des formations très grandes, des formations très épaisses par l'accumulation de ces tests carbonatés, comme la craie, ou bien le calcaire crayeux. Alors, certains végétaux fixent par photosynthèse une partie du CO2 dissous dans l'eau et peuvent entraîner de ce fait la précipitation de quantités importantes de CaCO3 et former les travertins. Les travertins sont des roches carbonatées légères où on trouve beaucoup de traces de végétaux. Donc, le CO2 de l'air peut être dissous dans l'eau. Cette dissolution va nous donner des acides carboniques qui, en présence de calcium, vont donner des carbonates, avec libération de CO2 et de l'eau. Cependant, certains végétaux vont utiliser le CO2 libéré dans l'oxygène, dans l'eau, et il va pour fabriquer leur matière par photosynthèse. Cela va favoriser la précipitation de CaCO3 et la formation de travertins. Travertins de ces roches qui sont très légères avec beaucoup de traces de végétaux parce qu'ils se forment généralement au niveau des cascades et des sources. Donc la photosynthèse de ces mousses ou des algues et ces bactéries diminue la quantité de CO2 dans l'eau et déplace l'équilibre des carbonates vers la droite et entraîne un précipité de CaCO3. Alors les roches biogènes siliceuses. Il s'agit de roches formées par l'accumulation d'organismes à test siliceux, exemple les diatomites et les radiolarites. Et dans ce cas, ces animaux microscopiques à test siliceux vont former des couches sédimentaires épaisses par l'accumulation de ces tests minuscules. Alors, les roches d'origine biologique, c'est la quatrième classe de roches sédimentaires. La sédimentation organique provient de l'accumulation et de l'évolution des algues ou des plantes supérieures ou même des restes de poissons. La compaction et la lithification des végétaux qui évoluent en roches biogènes carbonées combustibles vont donner du charbon, du gaz ou des pétroles. Donc ici, en l'occurrence, c'est le charbon. Ce sont donc des roches sédimentaires sous forme de strates qui sont des roches constituées de charbon ou bien de pétrole et de gaz. L'évolution évolue vers une liquéfaction de la matière organique pour donner du pétrole ou du gaz. Alors, les roches d'origine biologique toujours, mais cette fois-ci, c'est l'évolution des restes de poissons. L'évolution de ces restes de poissons va donner des phosphates. Les os, les dents, les écailles de poissons ou même leurs excréments sont très riches en phosphate. Après leur mort, leurs restes peuvent se concentrer, s'accumuler et évoluer en roches phosphatées. Par exemple, les mines de phosphate de Khouribga. Je vous remercie de votre attention et la prochaine vidéo, ça sera sur le dernier chapitre de la géodynamique externe, c'est-à-dire l'hydrogéologie. Merci.